Ouais, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Assises de l'avenir consacrée aux essais cliniques. On est ensemble pendant un peu plus d'une heure, 1h10 à peu près. C'est un événement qui est sponsorisé par Gilead et nous aurons l'occasion de vous présenter une étude qui a été également sponsorisée par Gilead. Une discussion qui sera entamée par Pierre Bentata, à ma gauche, économiste, qui a réalisé cette étude et qui va nous en présenter les principales conclusions, donc quelles sont les implications en matière économique, notamment des essais cliniques. Ensuite, nous aurons le bonheur d'écouter en réaction à ce travail Catherine Desroches, à ma droite, qui est sénatrice du Maine-et-Loire, présidente de la commission des affaires sociales. Vous êtes médecin de profession, comme vous le rappelez régulièrement. Et à ma gauche, Jean-Carl Grélier, qui est député de la 5e circonscription de la Sarthe, spécialiste des questions de santé, membre de la commission des affaires sociales. Donc vous, c'est à l'Assemblée nationale. Je pense honnêtement qu'on a deux des deux meilleurs spécialistes des questions de santé au Parlement. Et c'est très important de vous avoir, parce que la question des essais cliniques est une question à la fois politique, parce qu'elle concerne beaucoup nos concitoyens. Enfin, quand on parle d'essais cliniques, on parle éventuellement de chances supplémentaires pour certains de nos concitoyens qui souffrent de pathologies qui parfois sont des pathologies graves. Donc il y a quand même une dimension politique et très concrète, et en même temps une dimension économique très, très importante, organisationnelle, et donc c'est très précieux de vous avoir. Et puis à ma droite, Stéphane Pardoux, qui lui aussi est depuis longtemps un des grands spécialistes du système de santé en France, de l'organisation du système de santé et des hôpitaux en particulier. Donc Stéphane Pardoux dirige l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance. Stéphane, vous pouvez peut-être nous décrire en 10 secondes, 10-15 secondes, ce qu'est l'ANAP ? Bonjour, merci de l'invitation. L'Agence nationale d'appui à la performance, c'est une agence du ministère de la Santé. C'est une agence de conseil et d'expertise publique qui est chargée d'accompagner les établissements de santé, les établissements médico-sociaux dans leurs grands programmes de transformation, virage ambulatoire, transformation durable, développement durable, écologie. C'est donc une agence publique de conseil et d'expertise. C'est un mode d'action publique assez rare qui est assez apprécié des hospitaliers, puisque c'est du compagnonnage entre établissements. Ouais, c'est ça. Et donc c'est très important aussi de vous avoir aujourd'hui, parce qu'évidemment, la question des essais cliniques et de l'organisation hospitalière sont intimement liées, et les essais cliniques peuvent se faire aussi à l'avantage des hôpitaux. Donc on va voir un petit peu comment tout ça se structure, et ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, ce qu'on peut améliorer ou pas. Alors sur la question des essais cliniques, avant de laisser la parole à Pierre pour la présentation de son étude, mais je voudrais quand même très rapidement vous donner l'analyse qu'on peut faire quand, comme moi, on est à l'extérieur du système, mais qu'on s'intéresse néanmoins beaucoup au système de santé. Déjà, la France n'est pas un mauvais pays en matière d'essais cliniques. Je parle sous votre contrôle, je crois qu'on doit être 3e en Europe, derrière l'Espagne et l'Allemagne. Je crois même qu'on a un petit peu remonté dans le classement ces dernières années. Donc la France est un pays où on fait des essais cliniques. De mémoire, on doit en faire quelques centaines, un peu plus de 300 par an, quelque chose comme ça. Beaucoup en oncologie. Je me tourne vers Stéphane, parce que je ne l'ai pas dit, mais il a dirigé Gustave Roussy, qui est quand même l'une des institutions qui fait la fierté de la France en matière d'oncologie. Donc la moitié des essais cliniques doivent porter sur l'oncologie. Je disais donc que c'est quand même très important pour nos concitoyens. Et alors là, on voit qu'on est en France, donc ça ne fonctionne pas si mal que ça, mais on a des problèmes de délai. C'est-à-dire que c'est compliqué à partir du moment où on décide d'un essai clinique et le moment où les premiers patients peuvent en bénéficier, eh bien, il s'écoule 200, 300 jours, parce qu'il y a des procédures, parce que les institutions aussi qui doivent se prononcer sur la pertinence, la faisabilité, la légitimité de ces essais cliniques, eh bien, elles mettent du temps. Et c'est un vrai sujet qui est un sujet économique. C'est-à-dire qu'il y a un sujet, bien évidemment, en termes, je le disais tout à l'heure, de chance, mais peut-être, Pierre, que tu feras ce lien et puis on en reparlera. Mais il y a aussi derrière ça un enjeu qui nous intéresse beaucoup, qui est l'enjeu industriel. C'est-à-dire que ce qu'il faut qu'on essaie de comprendre, c'est dans quelle mesure l'amélioration
de l'accès aux essais cliniques et le fait pour la France d'être un pays très important en matière d'essais cliniques est un chaînon qui peut nous aider dans la réindustrialisation sanitaire, dans la souveraineté sanitaire, enfin, tous ces sujets dont on parle beaucoup. Le président de la République lui-même évoque maintenant régulièrement la question de la souveraineté sanitaire, qu'il avait d'ailleurs évoqué lors des DOCSIS, le fameux conseil stratégique des industries de santé. Bon, voilà, dans quelle mesure les essais cliniques, l'amélioration des essais cliniques peut renforcer notre capacité à retrouver de la souveraineté sanitaire. Voilà, je me tais parce que j'ai déjà trop parlé. Ce que je vous propose, c'est, Pierre, tu présentes les résultats de l'étude pendant 10 minutes, si ça te va. Et ensuite, on en parle avec Catherine Desroches, Jean-Carl Grélier et Stéphane Pardou. Ok, on y va ? Très bien. Merci Nicolas. À toi. Alors, pour résumer très simplement, donc c'est une étude qui a été sponsorisée par Gilead et l'objectif initial, c'était d'essayer de comprendre quels étaient les impacts d'avoir des essais cliniques dans notre propre pays. Parce qu'après tout, on peut se dire, qu'ils soient faits quelque part ou ailleurs, au final, on récupérera au bout d'un moment les médicaments une fois que ça aura fonctionné, ou les thérapies. Alors, on a vu en fait deux types d'effets. Il y a des effets qui sont statiques au niveau économique, puis des effets qui sont dynamiques. Les effets statiques, vous les avez là sur les slides. D'abord, toutes les études qui ont été faites et qui tentent d'évaluer l'impact économique des essais cliniques nous montrent que dès que c'est un essai clinique sponsorisé, dans ce cas-là, il y a un gain pour la sécurité sociale et l'assurance maladie. Et c'est vrai dans tous les pays. Alors, globalement, en Europe, le gain, il est à peu près de entre 10 et 14 000 euros par patient pour chaque essai clinique. Donc, ce n'est pas négligeable. Quand vous le prenez sur l'année, il y a une étude qui est faite en Hongrie. Sur l'année, 1000 essais cliniques, globalement, ça représente à peu près 300 millions d'euros. C'est pas rien. À côté de ce gain pour l'assurance maladie, il y a aussi un gain qui est pour l'hôpital, parce que très souvent, quand l'essai clinique est mis en place, le laboratoire qui sponsorise va financer une partie des équipements. Et ça permet très souvent d'accélérer l'accès à des équipements qui sont très techniques et qu'on ne peut pas avoir autrement. Donc là aussi, il y a un gain qui est pour l'hôpital, qui représente toujours entre 20 et 40% du gain global pour l'assurance maladie. Donc c'est pas rien non plus. On est entre 30 et 60 millions si on prend une enveloppe de 300. Et puis, ça permet aussi de générer de l'activité. Et ça, il y a même une étude qui a été faite en France, notamment avec l'hôpital de Nice, qui nous montre que le fait qu'il y ait des consommations supplémentaires pour mettre en place les infrastructures, pour avoir de nouveaux équipements, génère en fait de la croissance dans l'environnement, la périphérie, très proche de l'hôpital. Et donc, il y a ici aussi un maintien de l'activité. Et ces effets-là, ils créent même des emplois qui sont induits. On voit que l'embauche de nouveaux infirmiers, les formations sur les infirmiers, l'augmentation des salaires, les achats supplémentaires, tout ça génère entre 900 et 2000 emplois par an en fonction des pays européens. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'économie publique et puis en même temps d'un gain économique net pour la société. Mais plus important, il nous a semblé, c'est l'effet dynamique. On s'aperçoit en fait que le marché des essais cliniques mondial, il est très concurrentiel et que c'est vraiment un casse-tête pour les laboratoires de déterminer dans quel endroit ils vont mettre en place leurs essais cliniques. Il y a énormément de facteurs, on en a vu plusieurs, nous, mais il y a la réputation de celui qu'on appelle l'investigateur qui va gérer l'essai clinique, il y a la réputation globale de l'hôpital, il y a la complexité administrative, c'est là où j'en dirais deux mots, mais on pêche un peu. Juste un tout petit mot sur les termes. L'investigateur, en fait, c'est des médecins, c'est ça? Oui, c'est celui qui va vraiment être piloter l'essai clinique. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que quand on a des essais cliniques dans un pays, ce qui en fait est assez logique, d'abord, on a un effet boule de neige, un effet d'entraînement, parce que le laboratoire qui va mettre en place l'essai clinique dans un hôpital va former les infirmiers, va former le personnel. On va avoir une montée en qualification qui en fait est une montée en qualification qui est transverse. Ils ne sont pas bons que pour ceux de cet essai particulier. Et donc les autres laboratoires qui regardent où se passent les essais cliniques vont être incités à y aller. Un cas qu'on a observé en France, qui nous a été confirmé par toutes les interviews qu'on a faites, c'est le CHU de Montpellier, qui est une structure pas très grande, mais où c'est mondialement reconnu que ces équipes sont très bien formées pour piloter des essais cliniques. Et donc, ça crée un effet de synergie. Plus on a d'essais cliniques dans cet hôpital, plus la notoriété de l'hôpital, mais aussi du pays, rayonne. Ça a un autre effet, c'est que de la difficulté qu'on a, nous, en France, principalement, parce que les salaires ne sont pas très élevés, c'est de limiter le turnover. Et on s'est aperçu que les investigateurs restent là où il y a beaucoup d'essais cliniques, parce qu'ils ont plus de liberté, ils ont plus de marge de manœuvre. Ça permet d'accélérer la carrière des jeunes médecins et des jeunes chercheurs, parce qu'ils vont être présents sur des publications top niveau, sur des médicaments innovants. Et puis le personnel lui-même se sent plus concerné. Donc il y a une forme de création de sens où autour de l'essai clinique ou autour de l'aspect recherche, toutes les équipes vont faire bloc. Et puis,
ça permet de mieux comprendre la réglementation française et la réglementation, l'ensemble des documents administratifs qu'il va falloir remplir pour attirer des essais cliniques. Et donc, ça permet de mieux remplir les dossiers pour en attirer. Donc, tout ça, ça renforce l'attractivité du pays. Et ça permet aussi, ça incite les laboratoires à rester, à nouer des relations de long terme avec les hôpitaux dans lesquels ils vont faire leurs essais cliniques. Et donc, d'investir aussi en recherche et développement dans ces hôpitaux-là. Donc, tout ça, ce sont des effets très positifs. Néanmoins, on a repéré qu'en France, on a en gros 3 grands types de blocages qui pourraient, si on arrivait à limiter un peu leurs effets, développer davantage l'attractivité de la France. Le premier, c'est qu'on a un pilotage qui est très strict, notamment par les agences régionales de santé, les ARS. Et il y a quelque chose de très étrange qui a été fait dans un PLFSS d'il y a quelques années, qui est qu'ils peuvent maîtriser la masse salariale des hôpitaux. Et que ce pilotage-là de la masse salariale fait que lorsqu'il y a un essai clinique qui est fait et que le laboratoire va embaucher lui-même des ingénieurs ou des professionnels pour l'essai clinique, le paiement, bien qu'il soit versé par le laboratoire, va être intégré par l'ARS comme s'il était le budget de l'hôpital. Et ce qui fait que quand un hôpital va réussir à avoir un essai clinique, au lieu de pouvoir embaucher davantage, il va devoir limiter les embauches ou les emplois dans un côté pour compenser cette hausse de la masse salariale dans le secteur de l'essai clinique. Donc on a ici quelque chose où finalement les hôpitaux sont parfois coincés et rechignent un peu à accepter des essais cliniques alors qu'ils pourraient postuler parce qu'ils ont peur d'avoir un contrôle de leur effectif. La deuxième chose, c'est l'allocation des fonds qui se fait en réalité quand l'essai clinique arrive dans un hôpital. L'argent est donné à l'hôpital et l'hôpital va le répartir entre les différents centres. Mais ça, on s'est aperçu que c'est un facteur de blocage parce que les investigateurs, lorsqu'ils veulent mener des essais cliniques, c'est aussi parce qu'ils veulent récupérer des fonds pour pouvoir les allouer comme eux pensent que ça va être efficace. Et ici, le fait qu'on ait une complexité dans la diffusion des fonds fait que parfois, l'ensemble des fonds ne vont pas dans les centres qui sont concernés. Ça sert pour l'hôpital en général, mais cette enveloppe globale ne va pas profiter à la recherche et au développement. Donc, il y a une désincitation pour accueillir l'essai clinique. Et puis la troisième chose, mais ça c'est typique de la France et ça n'est pas uniquement un problème en santé, c'est qu'on a une recherche qui est très silotée et on a une vraie frontière entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Or, on s'aperçoit que la cohésion d'équipe et le fait de faire corps derrière des essais cliniques dépend en grande partie de la capacité à faire des passerelles entre de la recherche fondamentale et de l'autre côté ce qui est appliqué. Donc, ça, ce sont un peu les verrous en France qui font qu'on est bien, mais on pourrait être largement plus haut si on était capable de rationaliser un peu le fonctionnement et de fluidifier en fait cette organisation au sein de l'hôpital. Alors, ce que tu montres, c'était ça la question que je me posais originellement, c'est que ça a un intérêt économique d'être plus haut, puisque tu expliques bien que, en fait, ces cliniques, ils renforcent l'attractivité du pays. Et à un moment où il y a quand même une espèce de consensus autour de l'idée selon laquelle il faut se réindustrialiser. On a besoin d'avoir des unités de production en santé, notamment pour, alors peut-être pas pour tout, mais en tout cas pour des médicaments ou des dispositifs médicaux assez innovants, à forte valeur ajoutée. C'est important de lever les 3 blocages dont tu parles pour justement développer ces essais cliniques et renforcer économiquement notre capacité à produire et à innover, enfin à attirer en tout cas des investissements. Et ça a même un impact qui est plus important que ça en fait, c'est que sur les thérapies très innovantes, type CAR-T ou les thérapies géniques... Oui, alors tu nous diras un mot des CAR-T d'ailleurs, parce que l'étude, j'ai omis de le dire, mais prend spécifiquement l'exemple des CAR-T. Oui. Et donc, alors c'est vraiment de la médecine de pointe. Et là-dessus, il faut en fait que le laboratoire ait une antenne qui soit dans l'opital. Ouais. Attends, je t'interromps encore une fois, mais explique en 2 mots les CAR-T, parce que peut-être que tout le monde... Alors, je laisserai les médecins faire. Ouais, moi, je suis vraiment pas calé là-dessus. Mais ce que moi je comprends sur le plan économique, ce sont des médicaments à très forte valeur ajoutée, extrêmement complexes, et qu'on commence à voir apparaître pour des maladies rares, des maladies orphelines ou certains types de cancers. Et notamment des choses qu'on pensait être incurables jusque-là. Mais il nous faut garder le patient. En fait, il faut que le patient soit sur place. Il faut que le laboratoire ait une antenne qui soit collée à l'hôpital. Il nous faut une chaîne de froid qui soit complètement contrôlée. Or, tout ça, ça nécessite d'énormes investissements. Ouais. Si l'essai clinique ne se passe pas dans le pays, alors cet investissement, il y a des chances qu'il ne soit pas fait ou qu'il soit vraiment retardé. Donc, le vrai impact économique, c'est que si on n'a pas l'essai clinique, en réalité, on prend un retard qui est de plusieurs années sur l'arrivée de cette thérapie. Et donc, c'est une perte en termes de bien-être, en termes de santé et, au final, économique, parce que des patients qui sont guéris ailleurs ne sont pas chez nous. Et on ne peut pas simplement importer ici la thérapie comme on le ferait avec la double peine ou la triple peine. Et oui, c'est le vrai problème. Donc sur le plan d'un point de vue de politique économique ou de politique industrielle,
Avoir des essais cliniques aujourd'hui, ça permet de s'assurer qu'on aura ces essais cliniques et donc ces investissements à moyen terme dans nos hôpitaux. Ne pas le faire, c'est prendre le risque qu'on ne les ait pas ou on les ait après tout le monde. D'accord. Non, mais bon, c'est absolument essentiel parce que cette question des CAR-T notamment, dont on parle. Alors le terme peut sembler un peu abscon, mais dans le domaine de l'économie de la santé, c'est un sujet sur lequel il y a énormément de recherches, puisque ce sont des thérapies qui, en effet, font montre d'une grande efficacité, mais qui coûtent cher. Et puis, comme tu le dis, qui nécessitent des investissements, et des investissements sur place, qui sont absolument colossaux, notamment dans le domaine de la logistique, puisque la logistique est extrêmement... C'est ça, typiquement, d'une complexité absolument effroyable. Le patient est à l'hôpital, ensuite, il faut qu'il soit dans une espèce d'hôtel qui soit collé à l'hôpital pendant 14 jours, puis on le renvoie ensuite dans l'hôpital pour vérifier. Et ensuite, techniquement, il peut repartir. Mais donc, ça veut dire qu'il faut complètement remoduler la façon dont fonctionne l'hôpital pour avoir des vraies structures d'accueil et avoir un lien complètement hermétique ici, sur un périmètre très restreint entre le labo, le patient et l'hôpital. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, Stéphane, de la question de l'organisation hospitalière et notamment en lien avec cette question des CAR-T. Mais Catherine Desroches, je voudrais maintenant vous entendre, parce que vous avez notamment beaucoup travaillé sur la question de l'accès aux médicaments. Alors les essais cliniques, c'est pas que les médicaments, d'ailleurs il peut y avoir des dispositifs médicaux aussi, il peut y avoir tout un tas de choses, mais bon, vous avez beaucoup travaillé sur l'accès aux médicaments. Quelle est votre vision aujourd'hui justement des essais cliniques en France, notamment en regard avec les CAR-T? Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, et puis ce qu'on peut améliorer. Oui, c'est vrai qu'on avait travaillé au sein de la Commission des affaires sociales sur l'accès aux médicaments innovants, et au départ on était parti produits de santé, mais on s'est déjà focalisé sur l'accès à l'innovation. On avait fait avant le CSIS de 2018, le Conseil stratégique, et c'est là où on s'est aperçu en effet des blocages, des lenteurs, alors qui étaient à la fois sur la mise à disposition du médicament après l'autorisation de mise sur le marché, mais aussi sur les essais cliniques, où on voyait qu'on avait dans notre pays des équipes de recherche formidables, des centres d'essais cliniques dans des hôpitaux, et notamment cancérologiques, qui étaient remarquables, mais souvent une procédure longue qui faisait que des essais initiés, par exemple en France, les premiers patients inclus étaient à l'étranger, et quand il fallait inclure les patients français, l'essai était terminé, même s'il avait été initié. Nous, quand on s'est penché sur ces questions d'accès clinique, d'accès aux médicaments innovants, on l'a fait avant le CSIS, on a refait un rapport avant le CSIS dernier. Les choses ont bougé. On s'était aperçu qu'il y avait des blocages qui étaient importants, qui étaient notamment ceux de l'autorisation des essais cliniques, qui se faisait à la fois par l'ANSM, qui depuis a beaucoup progressé, qui a mis une force de frappe pour accélérer, parce que ce n'était pas possible. On a vu que l'accélération, elle est possible pendant le Covid. Donc ce qui est possible un temps peut l'être tout le temps. Moi, c'est toujours ce que dit, ce qu'on a pu faire pendant quelques mois, on peut le faire maintenant. Mais aussi, on avait par exemple des comités de protection des personnes qui ont été créés pour le côté éthique, pour éviter les conflits d'intérêts, et ce qui parfois est compliqué entre liens d'intérêt et conflits d'intérêts. Donc, ce qui fait qu'on demandait à des comités de protection des personnes, dans ces pathologies où l'innovation est prégnante et très spécialisée, de se prononcer sur des essais dont ils n'avaient pas les moyens d'abord mis à disposition pour le faire. Ça fonctionne un peu de côté très artisanal, moi je trouvais les CPP. Et en fait, et surtout, des personnes qui étaient censées donner leur avis sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Ça devient tellement spécialisé, tellement pointu, qu'on demande à des gens de se prononcer, ne sachant pas, soit ils disent non, soit ils traînent pour donner. C'est la même chose. Qui compose ces CPP ? Alors, ce sont des personnes qui étaient volontaires, qui sont censées, en effet, avoir une compétence. Et je ne remets pas en cause les personnes, mais le système est vraiment... Donc, nous, on a fait une proposition de loi qui est passée au Sénat l'an passé, que j'avais présentée sur... l'accès à l'innovation et les modifications de ces comités de protection des personnes, parce que le blocage, il se fait souvent là. D'abord avec des dossiers souvent très complexes à monter. Moi, j'étais allée au CEA voir les cerveaux, les mini-cerveaux, là, je ne sais plus comment on appelle. Et en fait, ils nous aiment. On a des dossiers de 50 pages à remplir, et d'autres pays sont beaucoup plus fluides dans l'organisation. Donc, il faut trouver cet équilibre, en effet, à une
protection du patient dans ce qu'est l'essai clinique, mais aussi donner une chance au patient. Ce qui doit guider, j'ai vu les effets économiques et je les partage, ce qui doit guider beaucoup notre action, c'est aussi pour comment nous, Français, on peut accéder à l'innovation, parce qu'on est confronté à un cancer, où vous avez votre enfant qui est confronté à un cancer, on vous dit, mais on peut pas, vous ne pouvez pas rentrer dans l'essai parce que on n'a pas encore l'autorisation, ce n'est pas possible d'entendre ça. Donc, il faut vraiment simplifier les procédures. Je pense qu'il faut avoir un vrai aussi, on a l'écosystème de la recherche qui fonctionne, mais qui mérite d'être amélioré. Tout ce que j'ai entendu, moi, dans les attentes sur la nouvelle Agence nationale de la recherche et de l'innovation en santé, c'est qu'elle simplifie et qu'elle simplifie. J'entendais l'autre jour les IHU qui étaient venus en groupe me présenter ce que sont les instituts hospitalo-universitaires. Il y a vraiment cette demande. Donc, je pense qu'il faut le faire vraiment très vite. L'engagement des personnels, vous l'avez dit, c'est une force d'attractivité au moment où l'hôpital vit une crise. Je pense qu'en effet, se retrouver autour d'un projet de recherche avec une équipe qui pilote une recherche, c'est très motivant pour le personnel, c'est très valorisant à une époque où les personnels cherchent du sens. Je pense qu'il y a un point, et qu'a révélé aussi la crise sanitaire, c'est qu'on a besoin de développer une grande culture scientifique dans notre pays. Ah oui. Parce que même si les essais cliniques, dont moi je milite pour qu'ils soient le plus facile à faire avec les bornes et le cadrage qu'on y met, bien évidemment, on a vu comment, par exemple, dans un peu le complotisme sur les essais cliniques, ça ne facilite pas la situation actuelle, je trouve. Donc il faut qu'on retrouve une expertise scientifique, une vraie culture scientifique, parce que sinon on se heurte à des blocages qui avant étaient administratifs et qui maintenant deviennent presque populationnels. Ouais, alors là, vous touchez une corde sensible. C'est vrai que je ne l'avais pas formalisé aussi clairement, cette question du développement de la culture scientifique. Oui. Mais... Nous, sur les essais cliniques, ce qu'on a mis dans nos dernières propositions de loi, qu'on avait déjà, c'est alors quelque chose qui existe aux États-Unis, qui est le droit à l'essai, le right to try, et qu'on a appelé utilisation testimoniale éclairée. C'est l'UTES, un nom un peu compliqué. Les gouvernements successifs n'y sont pas très favorables parce que c'est un peu innovant. Mais se dire, par exemple, dans des pathologies, pas forcément cancérologiques, mais pathologies dans les dégénérescences, genre Alzheimer et autres, que quelqu'un qui se dit, finalement, on me dit que ça va, je ne vais pas guérir, que j'ai ça, mais qu'il n'y a pas de traitement. Si je peux rentrer dans des protocoles, moi, en décidant, moi, tout seul, que je veux le faire, ça devrait pouvoir être possible. Ça se heurte à quelques problèmes éthiques, mais je pense qu'on est un peu frileux, comme on est, à mon sens, un peu frileux sur les données de santé. Oui, je suis d'accord. Et on a mis en place, nous, au Sénat, on va travailler ça à partir de décembre, une mission d'information sur les données de santé, sur le Health Data Hub, tout ce que peuvent nous apporter les données de santé, pour lequel je trouve qu'il y a parfois des freins là aussi administratifs qui ne servent pas finalement ce qui est le cœur du métier, si je puis dire, qui est celui du patient. Oui. Merci beaucoup Catherine Desroches, et merci au Sénat de travailler sereinement et au long cours sur ces sujets. Jean-Carl Grélier. L'Assemblée nationale travaille aussi. Évidemment. Peut-être moins sereinement. Dans une ambiance parfois un peu plus éruptive, c'est ce que je voulais dire. Mais... moi, je voudrais vous remercier de votre invitation, saluer la présentation qui nous a été faite par Pierre Bentata de cette étude extrêmement pertinente. Je voudrais souligner que la réussite française, parce qu'on est quand même dans un pays où on aime bien en permanence et mettre en avant tout ce qui ne fonctionne pas, là on a quelque chose qui fonctionne plutôt bien, qui est évidemment améliorable, mais qui fonctionne plutôt bien. Moi, vous voyez, dans la position qui est la mienne, moi qui ne suis pas professionnel de santé, moi qui ne suis qu'un modeste parlementaire et qui est sur ces choses de la santé un regard plus politique, la première chose que je note, c'est qu'on n'a toujours pas pris en considération dans ce pays la dimension éminemment politique de la santé. La santé, ça ne peut pas être qu'un débat qui se résume à de la technique ou du budget. La santé, c'est la seule politique publique qui intéresse à part égale tous les Français de la néonatalité jusqu'à la fin de vie. Et de ce fait, la santé devrait être peut-être la première des politiques régaliennes de l'État. Les chapeaux à plumes de la politique qui nous gouverne devraient se battre pour aller au ministère de la Santé. Il m'a semblé que ça n'était pas toujours le cas. Et de ce fait-là,
on a cette grande difficulté d'avoir une vraie gouvernance de nos politiques de santé, que ce soit les politiques du soin, que ce soit l'organisation de la santé et que ce soit la recherche et l'innovation. Et dans ce que vous avez mis en avant, je note cette difficulté particulière d'avoir une impulsion nationale qui pourrait être donnée avec une lecture nationale. Moi, j'appelle de mes voeux, mais je sais que ma collègue Catherine Deroche la partage, j'appelle de mes voeux une loi de programmation en santé. Il faudrait qu'on puisse à un moment donné faire, au même titre qu'on fait en matière de défense nationale ou d'agriculture, être capable de se projeter ne serait-ce qu'à l'horizon d'un mandat, à 5 ans, pour dire voilà où nous voulons emmener notre système de santé. Voilà où on veut conduire nos chercheurs. Voilà quels sont les moyens que l'on va se donner dans les 5 ans qui viennent. Et j'aimerais qu'en parallèle de cette loi de programmation en santé, la santé redevienne un sujet politique et tous les ans, au printemps, le ministre de la Santé vienne faire une évaluation de cette loi de programmation devant l'Assemblée nationale et le Sénat, et viennent nous dire ce que sont ces objectifs pour que la loi de financement de la sécurité sociale ne redevienne que ce qu'elle aurait dû toujours être, c'est-à-dire un document budgétaire qui vienne traduire des orientations politiques. Or, aujourd'hui, la loi de financement de la Sécu, c'est l'alpha et l'oméga de la politique de santé, et ça me paraît notoirement insuffisant. Je note d'ailleurs dans ce que vous avez dit que finalement, on a des tonnes d'individualités qui fonctionnent bien. Vous avez mis en évidence les capacités extraordinaires du CHU de Montpellier en matière de recherche. Et on a comme ça beaucoup d'unités de recherche qui sont extrêmement pertinentes en France. Moi, j'ai été sensibilisé, c'est un clin d'œil à Stéphane Pardoux, mais j'ai été sensibilisé à ces questions de recherche et d'innovation en visitant le service d'oncopédiatrie de Gustave Roussy, en lisant le désespoir de parents dans leur regard sur leur enfant malade. Et là, on se dit que la France doit être beaucoup plus performante et qu'on doit rendre accessible cette recherche et cette innovation au plus grand nombre. Et en même temps, on continue de buter sur des problèmes d'organisation. On continue de buter sur des problèmes de principe. L'un des principes qui nous gêne le plus en matière de santé aujourd'hui, c'est le principe de l'annualité budgétaire, où le monde de la santé démarre le 1er janvier et il s'éteint le 31 décembre et un nouveau monde de la santé réapparaît le 1er janvier suivant, ce qui n'a aucun sens. Et donc, comment voulez-vous conduire des politiques d'innovation? Comment voulez-vous, en parallèle, conduire des politiques de prévention, d'éducation à la santé, quand vous êtes enfermé dans un délai de 12 mois seulement? Je vous interromps juste une seconde et pardonnez la naïveté de ma question, mais ce sujet, on en parle depuis des années, c'est une question de bon sens. On comprend bien qu'en matière de santé, on comprend bien que la santé relève finalement autant de l'investissement que de la dépense courante, et donc une vision pluriannuelle est à minima complètement nécessaire. Mais mais pourquoi ne le fait-on pas alors qu'il y a quand même une espèce de consensus sur ce sujet? Et d'ailleurs, allez, j'en profite, j'élargis la focale, mais vous m'avez tendu la perche. Je suis très convaincu par l'idée que la santé est un sujet qui intéresse tous nos concitoyens et donc que c'est un sujet politique. Mais pourquoi justement est-ce que les politiques ne s'en emparent pas plus? J'observe assez souvent que les ministres de la Santé sont des médecins. Ça n'est pas du tout une critique à l'égard du ministre de la Santé actuel et du précédent, qui sont des gens fort bien. Non, mais assez souvent, en tout cas dans la période récente. Oui. C'est pas forcément automatique, pardonnez-moi, mais d'être, et ça n'est pas une candidature, mais c'est d'être médecin pour être ministre de la Santé. Alors, vous savez, moi j'ai essayé de regarder cette question-là aussi parce qu'elle m'interroge autant que vous. Je pense que si on remonte un peu l'histoire, il faut remonter à la période du sang contaminé. Oui. À cette période où on n'a pas été capable d'endiguer un scandale sanitaire au niveau du ministère de la Santé, et on est arrivé à cette mise en cause du Premier ministre en personne. Je pense que les affaires en cours devant la Cour de justice de la République sur la crise Covid vont nous amener à des conclusions à peu près similaires. Cette mise en cause de l'ancienne ministre de la Santé, de l'ancien Premier ministre, peut-être d'Olivier Véran dans les temps qui viennent, je ne le lui souhaite pas, mais j'imagine qu'à un moment donné, ce sera la réalité des choses. Toutes ces questions-là font que le ministère de la Santé est devenu un ministère où la responsabilité est telle que tout le monde s'est dit que, basiquement, si on la confiait à un professionnel du monde de la santé, sans doute serait-elle mieux assurée. Moi, j'ai regardé la liste des 25 derniers ministres de la Santé, et finalement, vous en avez assez peu qui n'étaient pas membres des professions de santé, pharmaciens ou médecins. Vous avez Xavier Bertrand. Oui, Xavier Bertrand.
Et je n'ai pas vu que Xavier Bertrand, à l'époque où il était ministre de la Santé, avait donné moins d'impulsion à son ministère que les autres. Et donc, voilà, l'avocat que je suis n'a pas vu que les professionnels du droit étaient forcément, de manière automatique et systématique, les meilleurs gardes des Sceaux de la République. Et donc, voilà, réfléchissons à ces questions-là, refaisons de la santé un vrai sujet politique et réorganisons-la de manière différente. Vous parliez par exemple de l'affectation des enveloppes recherche-innovation de l'État, ce qu'on appelle les mairies dans le langage hospitalier. Or, on est là aussi frappé par cette règle qui est une vieille règle de la comptabilité publique française, qui est la règle de non-affectation des dépenses aux recettes, qui fait qu'on verse les mairies dans le budget de l'hôpital et que le directeur du centre hospitalier, en fonction de ses urgences budgétaires, et elles sont souvent extrêmement nombreuses, eh bien, va les gérer. Et donc, les fonds de recherche n'arriveront pas forcément auprès de l'unité de recherche et du laboratoire qui développe cette innovation. Voilà des choses qui peuvent être corrigées, gouvernées. Et puis, il faut qu'on travaille. Le président de la République s'en est saisi à juste titre depuis le CSIS de 2018, mais parfois, je constate, bien que siégeant dans la majorité parlementaire, que les volontés ont parfois du mal à traverser la Seine et que la volonté exprimée très fortement depuis le palais de l'Élysée a parfois du mal à aller jusqu'à l'avenue de Ségur. On a une vraie difficulté. Pour l'Exis en particulier. Mais j'ai peur que ce ne soit pas propre au CSIS non plus. Mais on a cette difficulté particulière sur la filière du médicament, la filière de recherche. On a fait croire aux Français depuis des années qu'il n'y avait rien de plus abominable au monde qu'un laboratoire pharmaceutique. Rien de plus abominable au monde, que c'était des gens qui étaient par nature abjects, qui étaient sur le dos des patients à gagner le plus d'argent possible. Et alors ça a justifié derrière que depuis 12 ans maintenant, dans les lois de financement de la sécurité sociale qui se succèdent, on demande à la filière du médicament plus d'1 milliard d'euros d'économies, ce qu'on a demandé à aucun autre secteur d'activité comme effort budgétaire. Et donc quand on arrive à près de 10 à 12 milliards d'économies, on a suffisamment pressuré le monde du médicament et on lui a envoyé un message qui est tellement négatif qu'il est extrêmement difficile d'expliquer à de grands laboratoires internationaux aujourd'hui qu'il faut revenir en France, que la souveraineté, ça a du sens, que la production de médicaments en France a du sens, que de la recherche et de l'innovation en France, ça a du sens. Et là, je crois qu'on commet une erreur absolument grossière. Qu'il y ait des économies à partager sur les uns les autres et que le monde du médicament y ait sa part, ça ne me paraît pas contestable. Mais attention, à un moment donné, à toujours taper sur les mêmes, dans la même direction et sans plus d'autres motivations que le fait de dire « de toute façon, c'est pas grave, si on tape sur les labos, on fera pas pleurer dans les chaumières », eh bien, on s'est privé nous-mêmes, l'État s'est privé lui-même d'une partie de ses ressources en innovation et en recherche en santé. Et ça, je crois que ça aussi, ce sont des responsabilités politiques qui nous incombe à nous parlementaires et sur lesquels on doit avoir un discours un peu plus clair. Voilà, donc saluer la réussite de tout cela. Et puis, comme vous l'avez dit, voilà. Alors j'espère que la nouvelle agence qui verra le jour viendra simplifier. J'ai pas toujours vu que c'était le cas. Je me souviens en 2019 d'avoir tout à fait amicalement avec Agnès Buzyn débattu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale où on avait sur les dispositifs provisoires de recherche là dont j'ai perdu l'acronyme, on avait une simplification dans un article. Cet article faisait 7 pages. Et quand on a essayé d'en faire l'exégèse, personne ne comprenait où et comment se faisait la... L'extension de l'ATU. Voilà, sur les ATU, exactement. Merci Catherine. Et donc, on n'a jamais compris comment on pouvait simplifier avec un dispositif qui avait été rédigé de façon telle que, bon, c'était visiblement pas possible. Mais une fois encore... Remettons de la politique dans le monde de la santé, et puis ayons, et j'en terminerai par là, faisons changer de paradigme notre système de santé. Je pense que ça n'est plus à l'État, aujourd'hui, de dire aux Françaises et aux Français, voilà l'organisation de soins que je vous propose. Je vais mettre un hôpital ici, on va faire de la recherche là, je vais autoriser un scanner à tel endroit, je vais fermer une pharmacie d'officine à tel autre. Reconstruisons et repensons notre système de santé depuis là où les Français vivent, depuis les territoires. Favorisons ces organisations territoriales, y compris en matière de recherche, avec toutes les énergies industrielles qui peuvent se déployer, les énergies universitaires qui peuvent se déployer sur les territoires. Repensons le système comme ça, on le rendra un peu plus proche des Françaises et des Français et peut-être un peu mieux adapté à la demande qui est la leur en matière de santé. Bien sûr. Stéphane, on a plusieurs fois évoqué la question de l'articulation entre les essais cliniques et l'hôpital.
Les questions budgétaires aussi. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Alors d'abord, comme deux parlementaires avec qui je suis honoré d'être ici ce matin, je voudrais rappeler que la situation française, elle est vraiment pas si mauvaise que ça. Et voire même, vous l'avez dit, Madame la sénatrice, elle s'améliore. Oui, et donc, elle s'améliore parce que finalement, le diagnostic, il est assez bien posé, et votre étude, à nouveau, le montre. Le diagnostic, il est assez bien posé. La France investit beaucoup dans le dispositif de recherche des essais cliniques, mais elle a deux difficultés, c'est les délais, la lenteur éventuelle avec laquelle on peut mettre en place des essais cliniques. Et puis elle a un deuxième défaut, c'est que, et vous l'avez dit, monsieur le député, c'est que on peut avoir eu à l'esprit que c'est avant tout un sujet de dépenses, la recherche. Ouais. Et l'enjeu pour le pays, c'est donc de faire passer cette logique de la recherche est un sujet de dépenses à la recherche est un sujet de richesse, est un sujet de création de richesse. Et finalement, c'est en attrapant ces deux sujets, celui du délai et celui de la recherche-création de richesse, qu'on fait accélérer le dispositif. Parce que sinon, c'est vrai que vous construisez l'Ondam et lorsque vous le votez, eh bien, les dépenses de recherche, finalement, elles apparaissent dans la catégorie des dépenses et pas dans la catégorie des recettes. Et donc, pour vous, parlementaires, il vous faut trouver des moyens d'arriver à l'équilibre économique et forcément, par moment, on peut se dire, là, on met beaucoup d'argent sur la recherche et est-ce qu'on a les bons résultats ? Surtout que, je vais dire quelque chose qui peut choquer, mais on est dans la logique de l'innovation de matières premières, là. La recherche, c'est l'innovation de produits, l'innovation de matières premières, comme disait Schumpeter. Mais finalement, si c'est pas la France qui produit cette recherche, c'est pas très grave. Ce sera d'autres pays. Et ces innovations, elles arriveront toujours à un moment donné pour les Français. Elles seront peut-être plus coûteuses, elles créeront pas de richesse, mais elles arriveront, voilà, mais plus tardivement, mais elles arriveront. Alors que la différence, c'est la différence avec les innovations de procédés, où si on ne modifie pas nos organisations, personne ne les modifiera pour nous. Ce n'est pas les Américains, les Chinois ou les Suisses ou les Espagnols qui modifieront les conditions d'organisation. Mais finalement, la recherche, on pourrait ne plus en faire. On pourrait décider que c'est juste un élément de dépense et que notre système, finalement, se contente d'acheter des médicaments, des carticelles, des nouveaux procédés, même des nouveaux DM, faits ailleurs. Donc finalement, c'est en se disant qu'on veut en faire un sujet de richesse qu'on recrée une dynamique, on amplifie la dynamique autour de la recherche. Et du coup, moi, je trouve que dans ce qui est assez notable ces dernières années, c'est que le diagnostic, il est plutôt bien posé et que les solutions, même si elles mettent toujours un peu de temps à se mettre en place, elles sont plutôt dans le bon sens. Et vous le citiez, Madame la sénatrice, le CSIS. C'est vrai que ce qui est enclenché par le CSIS, c'est notamment la question de la création de clusters économiques et scientifiques en France. Et il y a un appel d'offres en ce moment où les résultats doivent être connus d'ici la fin de l'année, pour lesquels il y a des très grands projets français qui sont envisagés, pour lesquels on veut adosser à des hôpitaux français, des centres de lutte contre le cancer, des CHU, des entreprises pharmaceutiques, dans un continuum soins, recherche, production industrielle, recherche et développement, comme cela se fait, tout le monde a ce système-là à l'esprit, celui de Boston, le grand cluster de Boston, autour de la cancérologie notamment. Donc cet objectif de création de richesse par le biais de la recherche, finalement, tout le monde l'a bien en tête désormais, et sans doute qu'on y arrivera par ce système des clusters. Ensuite, la question des délais, qui est le deuxième sujet sans doute sur lequel la France est en difficulté. Alors, vous l'avez dit, il y a des améliorations, notamment avec le dispositif des CPP. Mais moi, j'ai l'impression que, par contre, il y a un dernier sujet qui n'est pas complètement bien pris en compte, et pourtant la technologie le permettrait maintenant, et c'est finalement plus simple que d'autres sujets, c'est celui de l'accessibilité des Français aux essais cliniques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 20% des essais cliniques de cancérologie échouent par faute de patients, inclus. Et que il y a une étude qui avait été faite par Unicancer, je crois, la Fédération des centres de lutte contre le cancer, 5% des patients en cancérologie sont inclus dans un essai clinique, alors que 70% des Français, si on leur proposait de rentrer dans un essai clinique, bien évidemment, ils y rentreraient. Et donc, on a un souci en France qui est celui de l'éligibilité ou de la capacité à proposer à tous les Français de tous les territoires d'être inclus dans des essais cliniques. Pourquoi ? Parce que les essais cliniques, aujourd'hui, ils sont concentrés dans les très grands centres français, les grands centres de lutte contre le cancer, les grands CHU. La recherche française dans les centres hospitaliers, chefs-lieux, comme je les appelle, chefs-lieux de département, les têtes de pont de groupements hospitaliers de territoire, elle est très faible. Aujourd'hui, il y a 10 centres hospitaliers généraux, comme on les appelle,
qui assure une grosse activité de recherche clinique. Sinon, au centre hospitalier, je ne vais pas citer de nom, mais d'un chef-lieu de département, il n'y a pas de recherche clinique. Il n'y en a quasiment pas. Et donc aujourd'hui, l'enjeu pour le système, moi je trouve que les premiers éléments sont plutôt bien enclenchés, l'enjeu pour le système, c'est l'élargissement de la capacité à aller attraper, si vous me passez cette expression, des Français, des patients, pour les inclure dans des essais cliniques. Et notre capacité à ce que quand on ouvre un essai clinique, il soit ouvert dans plein de centres en même temps. Et ça, c'est compliqué. Pourquoi ? C'est compliqué parce qu'il y a une concurrence entre les centres sur la recherche. Parce que la recherche, c'est un facteur d'attractivité médicale et paramédicale. Et quand vous êtes dans un centre qui fait de la recherche, vous avez potentiellement plus de capacité à attirer des talents un peu supérieurs. Donc faire de la recherche, c'est un avantage concurrentiel. Et donc forcément, les centres n'ont pas toujours envie de partager cette recherche avec d'autres. Et donc il y a un enjeu pour le pays, et les CHU en sont bien conscients, pour que les CHU et les centres de lutte contre le cancer essaiment dans le pays, et que demain, dans n'importe quel centre hospitalier, tête de pont du groupement hospitalier de territoire, on puisse proposer une offre de recherche clinique. Et alors, comment on fait ? Et alors moi, je voudrais ici, comment on fait ? Il faut se servir des nouvelles technologies. Et sans doute que là, aujourd'hui, on n'a pas encore assez utilisé ce que l'Association française des entreprises de recherche clinique appelle, donc j'ai amené un petit papier parce que j'ai trouvé ça très intéressant, sur la décentralisation des investigations cliniques. C'est-à-dire la capacité à ouvrir des centres investigateurs, donc qui font des recherches, dans plein d'hôpitaux, sans forcément avoir autant de moyens, mais en utilisant les ressources du CHU et en fonctionnant en dématérialisé. D'accord. Et je voulais citer, et Madame la sénatrice le connaît également, puisqu'on siège tous deux au jury du prix Unicancer, qui est la Fédération des centres de lutte contre le cancer. Et il y a une plateforme là, qui vient d'être créée par des chercheurs de Gustave Roussy, qui s'appelle Clinéo, qui est en concours pour être dans le prix Unicancer, et bien, qui est une plateforme qui permet aux patients d'accéder facilement et rapidement à tous les essais cliniques. C'est-à-dire avoir la visualisation, où qu'on soit sur le territoire, de tous les essais cliniques ouverts, de où est-ce qu'ils sont ouverts, pouvoir dire à son médecin, mais est-ce que moi je ne pourrais pas être éligible à ça ? Ou même aller solliciter directement le centre en disant, mais pourquoi pas ? Et ça fait partie sans doute des initiatives qui sont encore à amplifier pour que chaque Français, aujourd'hui, puisse avoir accès plus rapidement à un essai clinique et derrière que les entreprises pharmaceutiques puissent se dire, ce que vous l'avez bien dit dans votre étude, puissent se dire, mais moi j'ouvre en France d'abord des centres investigateurs parce que je sais que mon quota de patients que je veux pour mon essai clinique, il sera rempli le premier en France. Ça, c'est une initiative à l'initiative de qui ? Là, typiquement, la plateforme Clinéo que j'évoque est une initiative soutenue par BPI France. D'accord, ok. C'est une initiative à l'initiative de médecins, dans l'occurrence. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour le coup, pas besoin de l'État, pas besoin d'ARR. Voilà. Là où pourrait y avoir besoin de l'État éventuellement, c'est pour une généralisation et une utilisation à des fins nationales, comme on l'a fait pour Stop Anti-Covid, pour ce genre de choses, pour Covid Tracker, de ce genre de dispositif. Mais typiquement, ce genre de technologie, ça existe aujourd'hui. Et j'insiste sur un dernier point, c'est que essaimer les essais cliniques dans tout le pays, c'est bien pour les Français et c'est bien pour les professionnels. Parce que toutes les études montrent que être dans un centre qui fait de la recherche clinique, c'est un facteur d'attractivité. Et alors qu'aujourd'hui, on manque de professionnels de santé, pouvoir proposer partout sur le territoire des carrières ou des pratiques professionnelles dans lesquelles on dit aux médecins, on dit aux infirmières, vous allez pouvoir faire un peu de recherche clinique, où vous aurez dans votre pratique de soins... Ce que disait Madame la sénatrice tout à l'heure, un élément de motivation. C'est un élément extrêmement important de sens, vous l'avez dit au début de votre intervention, Nicolas, c'est un élément de sens, et donc c'est un élément d'attractivité et de valorisation. Et notre pays, qui moi je trouve a pris un coup d'accélérateur sur la logique recherche égale production de richesse et simplification administrative, peut-être qu'il lui manque encore ce côté essaimage territorial pour que dans n'importe quel endroit du territoire, on puisse se dire c'est bon, j'y aurai droit, de la Sarthe au Maine-et-Loire, et pas uniquement à Paris, dans les grandes métropoles, où là on sait qu'on a des centres de recherche et on sait que les équipes sont connectées aux équipes mondiales. Et c'est ça en fait le sujet. Et j'ai l'impression que c'est ça peut-être le dernier coup de rein à mener, c'est un essaimage territorial plus fort sur notre politique de recherche, qui est par ailleurs, je rejoins sur un secteur qui est plus mon domaine d'activité, qui est un sujet qui, par ailleurs, a un effet sur l'organisation des établissements, puisque on sait que quand on fait de la recherche, on a un esprit formé à se questionner, et donc on a un esprit aussi formé à questionner ces organisations, donc à innover dans ces organisations, donc à se remettre en cause. Et quand on fait de l'innovation de matières premières, on est sans doute plus à l'aise pour faire derrière de l'innovation de procédés. D'accord. Passionnant.
On va passer aux questions. Donc, vous pouvez nous poser des questions, poser des questions à nos invités par Internet, par le chat. Mais pendant que les questions arrivent, moi, j'aurais une remarque à faire, mais qui est une espèce de question générale. En fait, dans tout ce que vous dites, tout ce que vous proposez pour améliorer le système et même faire en sorte que la France soit un pays très bon, très très bon en matière d'essais cliniques. Tout ça me semble vraiment pas insurmontable. Enfin, je veux dire, c'est pas des choses délirantes. On est 4e sur la carte Ticelle, c'est pas mal. 3e en Europe, parmi les 10 premiers du monde. Mais dans l'initiative, moi je rejoins ce que disait Stéphane Pardouche sur l'idée d'essaimer la recherche sur les territoires. Depuis quelques années, les collectivités locales sartoises, en partenariat avec les équipes du CHU d'Angers, attirent et financent des postes de chercheurs, de professeurs associés et de chefs de clinique à l'hôpital du Mans. Et donc on a délocalisé. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure, appuyons-nous sur ces initiatives territoriales. C'est pas l'État qui a dit tiens, pourquoi vous ne financeriez pas? Ce sont les collectivités qui se sont saisies de la question et qui ont dit on rendra notre hôpital beaucoup plus attractif, comme c'était indiqué tout à l'heure, dès lors qu'on y fera de la recherche. Et donc les collectivités financent ces éléments de recherche. Ça me paraît très important. Ce qui est intéressant dans Clinéo, la plateforme, c'est le sujet qu'on a beaucoup actuellement lorsqu'on parle système de santé, c'est de mettre aussi le patient au cœur du dispositif. Oui, donc, bien sûr. on est en vraie place du patient dans de tels dispositifs. Nous, dans la proposition de loi que j'avais déposée et qu'on a votée, on allait même jusqu'à pouvoir déployer des essais cliniques en ambulatoire, bien évidemment en partenariat avec les équipes de soins pour faire la réalisation à domicile des participants. Je pense qu'il faut qu'on travaille en silo, mais on travaille aussi beaucoup en silo intellectuel. À un moment, il n'y a pas de tabou dans la réflexion. Moi, quand on m'avait confié le plan santé de la région du Pays de la Loire, quand Bruno Retailleau me l'a confié en 2015, qui était plus dans le cas aménagement du territoire, accès aux soins, j'avais dit il n'y aura pas de tabou dans la réflexion et toutes les solutions seront envisagées. Et là, la directrice de l'ARS de l'époque m'avait dit « Ah oui, pas de tabou, pas de tabou ». J'ai dit « Oui, si on commence à se mettre des tabous dans la réflexion, c'est la base de tout. C'est là où finalement ça coince. C'est qu'à chaque fois, on n'ose même pas imaginer des choses que l'on pourrait faire alors qu'il suffit de se déverrouiller intellectuellement et après l'administration, normalement, elle doit suivre. » Moi, je voudrais, effectivement, en prolongeant ce qui a été dit, réinsister sur le fait que c'est un sujet de compétition internationale. Et ce qui fait que la France grimpe éventuellement, c'est qu'à un moment donné, les grands laboratoires pharmaceutiques disent « c'est en France que j'ai le plus de chances d'avoir le plus rapidement possible le plus de patients dans mes essais cliniques, donc les meilleurs résultats ». Et c'est à ce moment-là que les grands laboratoires disent je l'ouvre plutôt, je fais plutôt un centre coordonnateur à Montpellier ou à Bordeaux, plutôt. Et c'est vraiment là-dessus où, sans doute, le fait d'aller au contact des patients, au contact de tous les établissements de santé, et qu'on sorte, là, pour le coup, de cette logique de concurrence. Parce que le système français, la tarification à l'activité, sur lequel, moi, je fais partie des professionnels, des dirigeants hospitaliers qui pensent qu'elle a fait beaucoup de bien à l'hôpital public pendant de nombreuses années. Les dernières années ont été un peu compliquées, mais elle a fait beaucoup de bien au début. Elle a introduit, il faut être lucide là-dessus, un élément extrêmement important dans l'esprit de tous les dirigeants médicaux, administratifs, qui est la notion de concurrence. Le système français, il se vit, les établissements se vivent les uns les autres en concurrence. Il faut être efficace et donc récupérer de l'activité. Et sur cette question de la recherche, c'est la même chose. Et sans doute qu'il y a quelque chose là à dépasser un peu. Et moi, je milite pour qu'aujourd'hui, dans les groupements hospitaliers de territoire, on va faire les projets médicaux partagés de deuxième génération, comme on dit, des groupements hospitaliers de territoire, vous savez, qui regroupent les hôpitaux sur un territoire. Je milite pour que la question de la recherche soit un sujet central de ces groupements hospitaliers de territoire et qu'il soit exigé que tous ces groupements hospitaliers de territoire aient un projet de recherche adossé au CHU, adossé au Centre de lutte contre le cancer, mais que ça soit un exercice obligé. Il y a eu dans la première version un exercice obligé sur la mutualisation des achats pour faire des économies. Oui, c'était de la mutualisation. Voilà, et sur des sujets comme ça, moi je pense que là aujourd'hui, il doit y avoir un exercice obligé sur quelle est votre politique en matière d'accessibilité pour les patients en matière d'essais cliniques. Et là, on verra que les CHU sont eux-mêmes très demandeurs, et les centres de lutte contre le cancer sont très demandeurs d'avoir des sites partenaires parce que la majorité, l'activité, elle est dans les grands centres hospitaliers généraux.
la grosse activité clinique française, elle n'est pas dans les centres de lutte contre le cancer, elle est dans les centres hospitaliers généraux, elle est au Mans, elle est à Annecy, elle est dans des très grands centres, elle est à La Rochelle, qui ne sont pas des centres universitaires et qui pourtant ont des volumes de patients extrêmement importants. Et un grand laboratoire pharmaceutique, il ne va pas ouvrir, je caricature, hein, il ne va pas aller ouvrir un essai clinique au Mans ou à La Rochelle ou à Annecy. Il va l'ouvrir à Léon Bérard, au centre Léon Bérard à Lyon, aux hospices civils de Lyon, au CHU d'Angers éventuellement. Et donc, pour ces établissements-là, où pourtant il y a du volume d'activité, où il y a des patients en attente d'essais cliniques, ils doivent être insérés dans un maillage territorial. Et c'est vrai que ça encore, on l'a peut-être pas suffisamment réussi à imposer parce qu'on est encore beaucoup dans la logique de concurrence. Sans doute qu'il y a peut-être un petit input à donner là-dessus, sur une forme d'obligation pour les groupements hospitaliers de territoire à avoir une politique là-dessus. Oui. On a deux questions, et j'imagine assez bien votre réponse, et les questions sont liées. Est-ce que la France pourrait devenir le leader européen des essais cliniques dans le domaine des CAR-T-cells et est-ce qu'une telle ambition a du sens ? Pierre, tu veux en dire un mot est-ce qu'on peut devenir leader européen ? Alors, quand on regarde en tout cas sur le nombre d'essais cliniques, on est troisième, c'est ça ? Oui, mais surtout, quand on regarde le nombre d'essais, on n'a pas d'écart très important d'un pays à l'autre. C'est des nombres assez donc oui, devenir leader. Après, en soi, est-ce que être premier ou deuxième, ça a vraiment un impact énorme ? Je pense que ce qu'on a surtout vu, c'est que si on prend du retard, c'est pas bon pour les patients. C'est pas bon pour cette synergie qui nous permet d'avoir plus tard les prochaines innovations. Et puis quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que c'est quand même typiquement un secteur dans lequel le premier qui développe et qui met sur le marché sa thérapie a un impact mondial en termes de prix, en termes de réglementation. Et que donc si on ne veut pas avoir demain une norme sanitaire qui s'installe qui soit chinoise, il vaut mieux que les essais cliniques soient chez nous. Donc premier, deuxième, je ne sais pas, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en revanche, il faut rester vraiment en pointe en se disant... On est un volume important. Oui, et en se disant, il est très important que les labos continuent à nous faire confiance. Et on a expliqué, en gros, à mon avis, toutes les raisons pour lesquelles ça fonctionne et ça pourrait s'améliorer. Il y a une chose, moi, qui me paraît importante et dont on n'a pas suffisamment parlé. On a dit, on a une logique de dépense au niveau de l'État sur la santé, alors qu'en fait, c'est une logique d'investissement, ce qui est tout à fait vrai. Je comprends très bien pourquoi on ne peut pas faire autrement. Quand vous avez un budget annuel, vous n'êtes pas capable de prendre en considération des investissements. Et donc, parce qu'en plus c'est administré par le haut, on peut avoir des hôpitaux qui sont en concurrence, mais ils n'ont pas le volet vertueux de la concurrence, c'est-à-dire l'autonomie. Donc on a une situation qui est quand même un peu compliquée. Mais sur le fond, il me semble qu'une façon de continuer à attirer les labos, c'est aussi que le politique soit honnête et joue carte blanche sur comment fonctionne le système de santé. Nous, quand on fait des enquêtes, on en a fait plusieurs ensemble, les Français n'ont aucune idée de comment fonctionne ce système. Et je comprends bien pourquoi C'est compliqué. Non mais, quelque chose de très simple, je comprends bien pourquoi aucun ministre de la Santé ne le dit jamais, mais quand vous avez un déficit, vous pouvez taper sur les laboratoires en disant c'est à cause d'eux et les médicaments coûtent très cher. Mais à partir du moment où vous dites ça et que donc vous mentez parce que le système est un système administré où c'est le gouvernement qui fixe au final et les administrations publiques qui fixent les prix. Si vous faites ça, vous créez quand même dans la tête des laboratoires une petite réticence quand ils se disent bon, à population équivalente, technologie équivalente, est-ce que je vais dans un pays où on me tape dessus en permanence et on met le déficit public sur le dos ou est-ce que je vais ailleurs ? Donc ici, il y a, dans une logique de coopération, je pense que aussi entre l'État central et l'industrie pharmaceutique, il y a une nouvelle coopération à voir. Il faut repenser un peu la façon qu'on a c'est ce que de discuter avec les labos. Tout à l'heure Jean-Carl Grélier avec des mots vous avez tout à fait raison. C'était Moi, j'ai pas besoin d'avoir une cohérence au fond entre le CSIS par exemple et le PLFSS parce qu'il y a eu ce débat. Alors le PLFSS a évolué depuis sa première présentation, mais il y a eu un peu ce débat quand même. Il y a eu ce débat bien sûr parce que la difficulté qu'on a lorsqu'on vote les textes budgétaires, et je rejoins ce qui est dit sur l'annualité du budget. D'abord, il n'y a aucune visibilité pour les établissements, il n'y a pas beaucoup de visibilité pour la ville, il n'y a pas de visibilité pour les laboratoires, il y a de la visibilité finalement pour personne. Je ne sais même pas s'il y en a pour le ministre, donc c'est compliqué. La difficulté, c'est dans ce budget annuel, et c'est notamment ce qui est le cas c'est très vrai pour la prévention, c'est que l'investissement, il se fait à un instant T, mais le retour sur investissement, il est décalé. Et on voit bien que les mesures de prévention, elles arrivent quand même au compte-gouttes. On a quelques consultations. Je me souviens pour la vaccination contre le papillomavirus, pour vacciner les garçons, alors qu'il y a des pays qui ont éradiqué totalement des cancers de la sphère ORL, anale ou génitale, par la vaccination des jeunes.
En France, pour déjà faire vacciner les filles, ça a été compliqué. Les garçons, ça a été compliqué aussi. Parce que ça coûtait. Je pense qu'à chaque fois, sous des prétextes quelconques, le gouvernement dit niet parce que ça coûte. Parce qu'à un moment, ça a un coût. Et comme il faut faire des choix, ce choix, il n'est pas fait là. Moi, je pense que au-delà de l'amélioration du système de santé, du financement, on peut débattre beaucoup du payeur et autres. Moi, je pense que un des grands facteurs de gain à moyen terme, en termes de santé, en termes de gains permettant de faire plus pour les secteurs qui en ont besoin, c'est la prévention. Je pense que ça, c'est indéniable. C'est la certitude. Mais on ne met pas assez d'argent. Pour répondre à la question, je pense que oui, il faut se fixer. C'est toujours très sain de se fixer des objectifs extrêmement ambitieux. Surtout que il ne faut pas se cacher le sujet. Le système de santé vit une crise. Essentiellement une crise par défaut d'effecteurs. Enfin, une crise qui est que la demande ne cesse d'augmenter, elle ne s'arrêtera jamais, et un problème d'ajustement entre l'offre et la demande. Moi, j'essaye toujours de remettre en perspective cette crise, mais vous le savez mieux que nous à STRS, elle est européenne, voire mondiale. Il n'y a pas un système de santé né en situation d'absorber sa demande de soins, sa demande liée à la dépendance, liée au vieillissement de la population. Absolument. Et donc tous les systèmes sont en tension, tous. On voit en ce moment, il y a une grève générale qui se déploie en Grande-Bretagne sur le système de santé. Moi, j'arrive de Suède, c'est pareil. Des tensions. J'étais il y a quelques jours en Norvège, 3e pays le plus riche au monde. Leur premier sujet, c'est trouver des médecins généralistes. Donc le sujet, il est mondial. Et donc finalement, cette question, il faut la traiter. Les pouvoirs publics s'en emparent et il y a plein d'initiatives. Elles sont peut-être pas suffisantes, je ne sais pas, mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses. Mais se fixer un objectif en matière de recherche important, c'est aussi donner un horizon, comme le disait monsieur le député, c'est aussi redonner un horizon aux équipes de soins, aux équipes médicales, en disant notre objectif, c'est d'être parmi les meilleurs mondiaux ou les meilleurs mondiaux sur ce sujet-là. Cet effet d'entraînement managérial, au fond... qui est efficace parce que, on l'a dit, la recherche, le sujet des fonds de la recherche est un vrai sujet, sur la non-sanctuarisation des fonds dans les établissements de santé. Pour avoir dirigé des hôpitaux pendant longtemps, c'est vrai que ce sont des arbitrages internes permanents avec le président de la communauté médicale, de dire comment est-ce qu'on sanctuarise ou pas, et jusqu'à quelle mesure les fonds dédiés à la recherche ou les recettes liées à la recherche. Mais il faut bien mesurer que c'est un facteur énorme d'entraînement managérial, la recherche. Quand c'est réellement une dynamique, et ce qui fait la force des grands centres de lutte contre le cancer, c'est qu'ils ont cette dynamique autour de l'ambition recherche. Et vous citiez, monsieur le député, Le Mans, c'est un très bon exemple de très gros centre hospitalier général français, qui n'est pas universitaire, mais qui est dans cette dynamique presque universitaire avec Angers, et aussi de centres de recherche, comme peut y avoir à Annecy, comme peut y avoir à l'hôpital intercommunal de Créteil, comme il peut y avoir à La Rochelle ou à Versailles, qui ne sont pas des hôpitaux universitaires, mais qui sont dans cette dynamique. Et je ne dis pas qu'ils vont bien, ces hôpitaux, mais ils sont sans doute un peu plus en mouvement, parce qu'ils ont d'autres projets. Et donc, se fixer des objectifs, comme l'a fait le président de la République au moment du CSIS, en matière de recherche et en matière d'innovation, je pense que c'est très sain, Oui, comme le disait Madame la sénatrice, c'est aussi important même, on peut encore élargir, pour le pays, parce que ça participe de cette espèce de culture scientifique, d'innovation, etc. Donc vous avez une dimension très politique à ça. Oui, ça fait sens de dire demain, on sera peut-être les premiers Européens en matière de recherche. Parce qu'on est dans un pays où les Français ont aujourd'hui le sentiment que tout va mal, que c'est le fond de commerce d'une partie de l'extrême droite et de l'extrême gauche de l'hémicycle de l'Assemblée nationale que de dire que tout va mal, et qu'une fois de temps en temps, pouvoir surfer sur une réussite française, ça fait du bien. Et les Français ont aussi envie d'entendre qu'on est dans un pays où aujourd'hui on a des systèmes qui peuvent être performants et sur lesquels on a une vocation à un leadership européen. Par rapport à ce que vous dites sur ces centres de... Moi, j'avais beaucoup travaillé avec le doyen d'Angers ou celui de Nantes sur, en effet, dispatcher dans les territoires de départements qui ne sont pas des départements très ruraux non plus. Il faut relativiser. Les Pays de la Loire, ça reste... c'est pas certains départements du centre de la France, par exemple. Mais au moment où on parle de déserts médicaux, j'aime pas beaucoup le terme, au moment où on parle de difficultés d'accès aux soins sur quasiment 85% du territoire, moi, comme c'est une zone surdotée, j'en connais pas beaucoup. Donc, je pense que si on a en plus des centres périphériques, si on peut les appeler comme ça,
qu'ont une dimension d'attractivité de recherche, ça stimule aussi les médecins à aller s'installer dans ces territoires. Bien sûr. Forcément, ça rejaillit sur l'ensemble de la médecine de ville. Même la médecine de ville. Mais bien évidemment, parce que savoir qu'on va pouvoir adresser ces patients dans un centre qui a une forme de renommée, même si ce n'est pas pour la pathologie concernée, ça donne de l'attractivité au territoire. On dit, je ne suis pas paumé dans un truc où il n'y a rien. La recherche en soins primaires, ça existe. Et la recherche en soins primaires, ça existe. Nous, on parle avait des même essais cliniques, délocalisé dans les maisons de santé, avec le plan santé, des recherches, des programmes de recherche en médecine générale qu'on délocalisait dans les maisons de santé, en Vendée, en Sarthe, en Mayenne. La recherche sur la meilleure prise en charge des bronchiolites, c'est pas de la recherche essai clinique qui dit que il y a même la une recherche en santé mentale, bien. Qui va être majeure. Bien sûr, très important. Oui. Merci à tous. En tout cas, je pense qu'on a pu proposer un propos qui était relativement confiant sur l'avenir. Moi, je partage complètement l'idée selon laquelle, quand il y a des choses qui fonctionnent plutôt pas trop mal en France et qu'on peut améliorer, il faut en parler, il faut les mettre sur le devant de la scène. C'est très important pour nos concitoyens. Vous pouvez retrouver cette table ronde, vous pourrez la retrouver en replay. Ce sont des vidéos qui sont toujours très regardées en différé. Voilà, j'espère qu'on a été assez clair et que tout ceci était suffisamment intéressant, précis et constructif. À très bientôt pour de prochaines assises.